Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Ce 8 mars, le monde a célébré la journée internationale des femmes. Et c'est l'occasion pour nous d'aborder la question, quelle est la situation des droits des femmes aujourd'hui sur le continent? Elle s'améliore, répondent nombre d'observateurs qui donnent pour exemple ces femmes chefs d'état-major, ministres, députés à l'Assemblée nationale, professeurs d'université, médecins et même président de la République. Alors, épiphénomène ou évolution des mentalités. Quelle est la situation globale aujourd'hui des femmes dans l'espace public en Afrique? Pour en parler, j'ai avec moi trois invités. Madame Maro Dramé, vous êtes ingénieure en santé publique, très insatisfaite de la situation des droits des femmes. Aujourd'hui, sur le continent, vous êtes très critique vis-à-vis des politiques publiques quant à la promotion et à la protection des droits des femmes sur le continent. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci. Merci, M. Topé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ne comptez pas sur elle quand il s'agit d'avoir sa langue dans sa poche. Elle dit tout et haut. Elle n'a peur de rien ni de personne. Farouche opposante gabonaise Laurence Ndong. Vous êtes enseignante et chercheur, auteur de plusieurs livres, dont celui en date, celui que j'ai ici, Entre les mains, femmes chrétiennes, leadership féminin. Vous l'avez publié aux éditions Atramenta. Merci Laurence Ndong d'avoir accepté notre invitation pour parler des femmes. Merci à vous et salutations aux spectateurs. Et quand on parle justement des droits des femmes, on parle tout court droit. Et c'est la raison que j'ai avec moi le routard de Politicia. Brice Nzamba, vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci. Merci Richard. Merci d'avoir accepté notre invitation. 16 octobre 2018, le Premier ministre éthiopien Ahmed Abiy compose un gouvernement paritaire. 10 hommes, 10 femmes. Et confie des postes stratégiques et régaliens aux femmes. Ministère de la Défense, ministère de l'Intérieur. Sommes-nous là en face d'une révolution envers les femmes, ou du moins en faveur des femmes? On en parle après ce sujet de notre rédaction de Dakar, signé Faba Maroun. Dans un rapport intitulé « Le droit des femmes en Afrique », conjointement réalisé par les Nations Unies et l'Union africaine, les progrès réalisés en matière de participation des femmes dans la vie politique sur le continent sont encourageants. À ce propos, 3 pays africains figurent dans le top 10 du classement mondial de la représentation des femmes dans les parlements nationaux. En Afrique du Sud, 41% des députés sont des femmes, pendant qu'on en trouve 43% au Sénégal et 64% au Rwanda, où, durant la période qui a suivi le génocide de 1994, les femmes ont joué un rôle majeur dans la reconstruction du pays. Dans le volet économique, plusieurs travaux ont permis de démontrer que l'égalité des sexes est l'un des piliers du développement en Afrique. Qualifiées ou non, les femmes africaines contribuent de façon significative à la croissance du continent. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui il faille parler de hasard. Je pense qu'effectivement il y a une évolution des mentalités, mais il faut accorder à cette évolution des mentalités le fait que par ailleurs il y a énormément de mobilisation de par le monde. C'est-à-dire qu'on a vu des exemples de femmes qui ont effectivement réussi. Donc si sur le plan politique effectivement elles ont réussi à montrer que malgré le fait qu'on soit des femmes africaines, on arrive aussi à percer ce plafond de verre qui est au-dessus de nous. Malgré ces progrès, les femmes continuent de faire l'objet de préjugés systémiques et restent confrontées à des obstacles divers. Mais c'est surtout en milieu rural que les questions sur les droits des femmes se posent avec plus d'acuité. Le taux élevé de mortalité maternelle y est encore une réalité, sans oublier un accès limité aux soins de santé, à l'éducation ou encore au crédit d'investissement. Je pense que les exigences des femmes ainsi que leurs aspirations légitimes ne sont pas suffisamment prises en compte par les décideurs politiques. Et en Afrique, plus qu'ailleurs, la question de la participation des populations, donc je veux parler de la démocratie en tant que telle, n'est pas à l'ordre du jour des préoccupations de ceux qui gouvernent nos pays. Toujours d'après le rapport conjoint de l'ONU et de l'UA, 125 millions de femmes africaines ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Face à ces situations, les femmes sont inégalement protégées. 18 pays n'ont pas ratifié le protocole de Maputo, censé renforcer l'engagement des États africains à lutter contre les discriminations et les violences à l'encontre des femmes. Rappelons en outre que la Centrafrique, le Libéria, l'île Maurice et le Malawi ont été dirigés par des femmes. Aussi, la parité est-elle désormais appliquée au sein de la commission de l'UA avec 5 hommes et 5 femmes.
Laurence, donc très rapidement, j'ai évoqué dans mon introduction le cas éthiopien, en tout cas le Premier ministre éthiopien qui a nommé l'année dernière un gouvernement paritaire. C'est la première fois que ça se passe en Afrique et dans le monde d'ailleurs. Même les pays occidentaux ne font pas cela. Et il dit, parlant de sa ministre de la Défense, Aïcha Mohamed, elle infirmera le vieil adage qui dit que les femmes ne peuvent gouverner. C'est vrai, aujourd'hui, il n'y a plus de doute. Les femmes peuvent bel et bien gouverner au même titre que les hommes. Les femmes peuvent bel et bien gouverner. On vient quand même de loin. On est dans un monde où les discriminations à l'égard des femmes sont légion. Il y a Christine Ockrent qui a publié un livre il y a longtemps déjà, mais qui reste toujours d'actualité, le livre noir sur la condition féminine. Quand on lit ce livre, journaliste française, hein, Christine Ockrent, il faut le dire. Et pas de la France. Hein. Voilà, qu'elle dirige. Non, c'est un livre qui parle de la situation des femmes dans le monde. Dans le monde, de façon globale. Voilà, c'est un livre coécrit avec plusieurs auteurs, donc qui parle de l'Afrique, de l'Asie, etc. D'ailleurs, on parle dedans notamment du phénomène des femmes manquantes en Asie, du fait de l'enfant unique et donc toutes les filles qui étaient tuées. Aujourd'hui, il y a un manque. Oui. On part de très loin. Et c'est notamment ces discriminations à l'égard des femmes qui ont fait que l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de faire du 8 mars la journée internationale des droits des femmes pour veiller à la mise en œuvre, pour faire le point sur la mise en œuvre des droits, le recul des discriminations à l'égard des femmes. Parce que n'oublions pas que cette Assemblée générale des Nations unies a dû quand même adopter la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la CEDEF. Donc souvent, je suis un peu gênée qu'on parle de fête de la femme, parce que pour moi, c'est pas tant une fête, c'est plutôt une journée où on doit s'arrêter pour faire le point, pour dire où est-ce que nous en sommes. Et l'un des derniers points qui a été fait, je ne vais pas refaire toute l'histoire de la condition féminine, mais c'était la conférence des femmes de Beijing en 1995. Et cette conférence mondiale sur les femmes avait 12 points prioritaires. Parmi ces 12 points, il y avait femmes et prise de décision. Parce qu'on s'était rendu compte qu'effectivement, les femmes, leurs droits sont lésés parce que souvent elles ne sont pas là où les décisions se prennent. Voilà. On voulait à chaque fois parler des femmes comme des objets de droit ou des sujets de droit, mais pas tellement comme celles qui sont actrices du développement, actrices de ces droits-là. Donc, et la convention la déclaration de Beijing demandait aux pays d'abord d'aller vers la parité, 50-50 dans les postes de prise de décision dans tous les pays, mais il demandait un minimum de 30% pour arriver vers les 50%. Et c'est là que je veux arriver, c'est que plus de 20 ans après la conférence de Beijing, il y a plusieurs pays qui n'ont même pas encore atteint le taux de 30% au poste de prise de décision. Mais beaucoup l'ont dépassé aussi. Ce n'est pas faute d'avoir des femmes qui sont capables, c'est juste des mentalités à faire évoluer. Et on voit que les femmes sont capables de diriger. Nous avons vu le Libéria, qui a eu tous les problèmes qu'il y a eu. À mon avis, Sir Lee Johnson, qui a pu redresser ce pays et le mettre sur les rails. Tout à fait. Nous avons l'exemple du Rwanda. Après le génocide de 1994, la plupart des hommes étaient morts. C'est quand même 1 million de morts. Les femmes se sont retrouvés aux commandes et on voit le Rwanda aujourd'hui, 20 ans après. Donc, 64%. C'est le seul Parlement qui a le plus de femmes représentées. Et c'est le Parlement qui prend le plus de mesures sociales, contrairement à ce qu'on peut croire par rapport à la situation politique du pays. C'est le Parlement dans lequel on prend le plus de mesures en faveur du social pour faire évoluer la société. Et donc, votre regard sur la situation des femmes aujourd'hui, vous êtes satisfaite au moins des petits progrès qui ont été accomplis ou bien vous pensez qu'on a raté? Non, je suis très optimiste. Je suis de celles qui voient toujours le verre à moitié plein. Je ne vais pas le voir à moitié vide. Oui. On a parcouru un chemin. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste encore à faire. Et je me réjouis de l'exemple que vous avez pris de l'Éthiopie, qui prouve que l'Afrique peut être leader dans beaucoup de domaines. Oui. Et là, l'Afrique est leader dans ce domaine, de mettre les femmes à des postes de décision, d'avoir un gouvernement paritaire 50-50. N'oublions pas que l'Éthiopie aussi vient de loin. Je me rappelle encore en 1985, cette famine, on ne se souvenait de l'Éthiopie que pour la famine de ces populations. Aujourd'hui, l'Éthiopie en est complètement sortie et elle peut être un exemple sur le plan justement des femmes au poste de prise de décision. Et vous le dites bien, Laurence, dans ce livre, il est écrit quelque chose de particulièrement intéressant. Ce livre est écrit pour rappeler au monde la capacité des femmes à transformer des vies ordinaires, les leurs et celles des autres, en destins extraordinaires, en s'appuyant sur leur foi, la connaissance des Saintes Écritures et les capacités dont Dieu les a dotées dès le commencement en créant l'homme et la femme à son image. Elles sont dotées d'une capacité extraordinaire. Elles peuvent transformer des vies. Et dites-vous,
très bien. Je rappelle le titre de ce livre, Femmes chrétiennes, leadership féminin, restituer la place de la femme dans les Écritures. Madame Dramé, quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur la situation des droits des femmes sur le continent? On a cité quelques exemples. Afrique du Sud, 41% des femmes sont représentées à l'Assemblée nationale. Sénégal, 43%. Je rappelle quand même qu'en France, c'est 29%, qu'il y a beaucoup de pays occidentaux qui sont loin de ces chiffres-là. Satisfaite tout de même? Bonjour à tous. Monsieur Togbé, c'est une très bonne question que vous me posez en tant que femme. Et aujourd'hui, on dit le 8 mars, c'est la journée des femmes. C'est plutôt la journée des droits des femmes. C'est cela. Et ça a une évolution historique depuis 1910 jusqu'à nos jours aujourd'hui, 2019. Est-ce que ça a évolué? On peut dire qu'il y a eu des avancées, mais sur certains plans, il y a eu des avancées, pas d'autres. Quand nous regardons les textes dans lesquels on écrit l'égalité des droits entre l'homme et la femme, dans les textes, c'est écrit noir et blanc. Oui, dans les textes, mais en réalité, c'est tout autre chose. Quand nous regardons encore en Afrique que les femmes meurent pour juste donner la vie, on se dit que c'est dramatique. C'est dramatique. C'est dramatique. Donc, est-ce que tout a été fait? La question reste encore posée. Pour moi, tout n'est pas encore fait. Et juste un petit clin d'œil, aujourd'hui, le 8 mars au Mali est dédié à une femme brave qui a eu le courage de dénoncer certains abus. Et aujourd'hui même, c'est son jugement au Mali. Donc un petit clin d'œil à celle-là pour dire à toutes les femmes du monde que l'union fait la force. Il ne faut pas se taire. Il ne faut pas qu'on nous réduise en silence. Donc on va lutter. Et à toutes les femmes du monde, le 8 mars, c'est l'occasion ou jamais de porter ce message-là. Tant que l'égalité femmes et hommes n'a pas été établie, le besoin se fera sentir de la manifester. Nous reviendrons pour creuser tout à l'heure ce concept égalité homme-femme. Comment on doit le comprendre? On en parlera et tout à l'heure. Brice Nzamba, vous êtes juriste, avocat au barreau de Paris. Une question d'ordre ontologique d'abord. La question des femmes, elle n'est pas qu'africaine. La question de la violation des droits des femmes, elle n'est pas qu'africaine. Quand on prend la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, plusieurs pays européens sont condamnés pour discrimination envers des femmes. Un exemple est simple, l'Allemagne a été condamnée il n'y a pas très longtemps pour avoir refusé l'accès aux unités de combat aux femmes, prétextant que les femmes ne seront pas capables de mener des combats, et surtout quand elles tombent dans les mains de l'ennemi, il suffit de la torturer un peu pour qu'elle livre tous les secrets. Quel problème avons-nous avec les femmes? Écoutez, sur le plan ontologique, alors, parce que quand on parle de l'ontologie, on parle un peu, il y a des référents philosophiques, je dirais même métaphysiques, on a parlé tout à l'heure des Saintes Écritures, parce que, voyez-vous, les civilisations s'ancrent pour la plupart dans ce qu'on appelle des paradigmes, c'est-à-dire des représentations du monde, qui fait que dans cette représentation du monde, chaque cellule donc, de la société a sa place. Donc on sait que l'homme, sa place, c'est X endroit, la femme, c'est X endroit, les enfants, etc. Donc selon la philosophie qu'on a, la représentation qu'on a du monde, on a aussi une représentation du rôle qu'on croit devoir attribuer à la femme. Et donc toutes les sociétés sont tributaires en quelque sorte un peu de cet héritage culturel, philosophique et voire même religieux pour certains. Et on sait bien, quand on a des civilisations qui sont fondées par exemple sur les religions du livre ou les religions révélées, on voit un peu qu'il y a une représentation de la femme qui est surtout un peu plus négative. Parce qu'on nous apprend que l'humanité a connu le mal, le pire, à travers la désobéissance qui est venue par la femme, déjà dès le départ. Donc il y a cette représentation déjà sur le plan, je dirais, ontologique, philosophique, je dirais même religieux, pardon, et qui attribue à la femme déjà originairement un rôle négatif. Donc ce qui fait que quand on a tendance par la suite, pour certains, de lire ces livres sacrés, selon le penchant de leur cœur. Voilà, si on est plutôt réfractaire à l'évolution de la femme, on va chercher des références de ces livres-là qui considèrent la femme comme étant une sorte de diablesse, parce que c'est la femme qui induit l'homme en erreur. On prend l'exemple de Samson, qui avait une force extraordinaire, mais c'est parce que Dalila était trop belle. Samson n'aurait pas dû succomber au charme de Dalila. Résultat de course, il a perdu sa force. Mais donc, on a des exemples comme ça. Quand on parle plus sérieusement, et comment comprendre que ces substrats historique, mais vraiment très lointain, puisse encore imprégner aujourd'hui la pratique politique aujourd'hui, y compris chez les pays occidentaux où
Ils financent des ONG pour aller parler, pour aller sensibiliser les Africains. Oui, mais eux-mêmes, ils ont du mal à respecter les droits des femmes. C'est qu'il faut, puisqu'on parle de la femme africaine, ce qu'il faudrait quand même dire, c'est que l'Afrique, dans son histoire antique, a connu des exemples des femmes qui ont régné. Absolument. C'est-à-dire qu'au niveau, puisqu'on parle aujourd'hui, c'est le jour pour faire le point, comme l'a dit si bien Laurence. Donc, c'est pour faire le point. Alors, moi, ce que je constate, c'est que dans l'Antiquité, la femme africaine avait un rôle puissant au sein de la société. On a des cas des Candaces. Les Candaces, c'est une dynastie des reines qui ont brillamment conduit les destinées d'un espace géographique africain important, l'Éthiopie, le Soudan d'avant, la Nubie, et qui, je dirais, la première Candace a pu quand même empêcher Alexandre le Grand de conquérir son pays. Ça, je les Amazones du Dahomey. Voilà, j'allais en venir. Du fil à retordre. J'allais en venir. Bon, vous avez pris l'exemple de l'Allemagne qui a du mal à accepter qu'une femme entre dans une unité de combat. Mais déjà, au sein du royaume Dahomey, il y avait déjà un corps d'élite destiné aux femmes. Et c'était des vraies combattantes, des guerrières. Donc c'est pour dire que l'Afrique, sur ce point-là, sur le plan de l'histoire de l'Afrique ne devrait pas, en principe, avoir des leçons à recevoir. Voilà, on a aussi la reine Kaïna et la reine berbère qui s'est battue contre les invasions ou les conquêtes musulmanes. Mais aujourd'hui, quand on fait le point, alors la question c'est, il faut se dire pourquoi de la situation de l'Antiquité où l'Afrique n'avait pas de problème avec une femme qui exerce le pouvoir, pourquoi aujourd'hui ça pose problème? C'est-à-dire qu'il y a eu certainement une dégradation qui s'est faite liée du fait de la colonisation et du modèle occidental. Exactement, et on en arrivera certainement sur le contenu qu'il faut donner à l'égalité. Il y a aussi, c'est là qu'il y a aussi, on va parler de paradigme. Tout à fait, on reviendra tout à l'heure là-dessus. Mais juste pour dire que, pour finir, je dirais que tout est question de l'éducation. C'est là qu'on éduque un peu, c'est là on construit une société et c'est là on répartit les rôles au sein de cette société entre les femmes. Tout à fait. Je vois qu'il n'y aura aucune difficulté avec vous sur ce plateau et dans cette émission. Et Brice Nzamba, Laurence, donc, ça fait quand même de la psychanalyse. Comment comprendre que des femmes elles-mêmes est tellement intégrées dans leur imaginaire, dans leur subconscient, cet état d'être relégué au second plan au point où elles ont mis des siècles à le revendiquer. Je rappelle quand même que ce sont les femmes qui nous donnent la vie, ce sont elles qui nous éduquent. Comment se fait-il qu'une fois grands, on les méprise? C'est tout le pouvoir de l'éducation. C'est pour cela que l'approche genre et développement a été pensée, en fait. Quand j'entendais Maître Brice parler, Président Nzamba, je me suis dit, waouh, c'est comme s'il avait suivi des cours de genre. Dans l'approche genre, quand on dit que, quand Simone de Beauvoir a dit on ne naît pas femme, on le devient. C'est ça. Ce n'est pas ce qu'on a voulu en faire aujourd'hui, c'est-à-dire renier le sexe biologique et dire non, on est biologiquement une femme. Ça veut dire qu'on a 23 paires de chromosomes, sur la 23e paire, on a 2 chromosomes XX. Ça, c'est indéniable. Quelque chose qu'on peut changer dans l'aspect extérieur, génétiquement, on reste une femme. Par contre, pourquoi elle dit on devient une femme? Parce que la société va attribuer des rôles. C'est ce qu'on appelle des rôles de genre. On va attribuer des rôles à des femmes, à des hommes. Dans une construction sociale. Dans une construction sociale. Mais malheureusement, dans plusieurs cultures, ces rôles sont discriminatoires à l'égard des femmes. Mais il y a aussi des sociétés où les rôles sont discriminatoires à l'égard des hommes. C'est vrai, si je prends l'exemple des Comores, aux Comores, une jeune femme, un jeune homme n'a pas de bien. Il faut qu'il se marie. C'est-à-dire que c'est la jeune fille à qui on donne une maison, à qui on donne tout. Et c'est le jeune garçon, au moment du mariage, qui vient habiter chez la fille. Donc, c'est aussi discriminatoire à l'égard des garçons, mais c'est très rare. Malheureusement, les rôles de genre ont souvent été discriminatoires à l'égard des femmes. Pourquoi? Mais parce que ce sont des luttes de pouvoir. Ce sont des luttes de pouvoir. Une fois que les sociétés se sont organisées, il y a eu cette question du pouvoir, cette question de domination, cette question de ceux qui décident et qui ont les plus belles parts, qui ont les meilleurs rôles. À ce moment-là, on a trouvé le moyen de faire en sorte que les femmes soient celles qui soient discriminées. Et ça, et elles ont intégré. Elles l'ont intégré. J'imagine que si vous êtes aujourd'hui candidate à l'élection présidentielle au Gabon, vous n'aurez pas le suffrage de toutes les femmes. Mais les hommes aussi qui sont candidats n'ont pas le suffrage de tous les hommes. Parce que ça, bien sûr, parce que ça fait partie... Mais ils ne sont pas discriminés, les hommes. Non, mais ça fait partie des idées reçues, mais ils ne sont pas discriminés, les hommes. Mais moi, je dirais pourquoi une femme devrait devenir une femme pour la seule circonstance que c'est une femme. Ça encore, ça fait partie du préjugé. Ça fait partie des préjugés. C'est tout ça, les préjugés. Et ça, je vous assure, c'est on ne devrait pas voter pour elle parce qu'elle est femme. Non, on devrait voter des préjugés. Voilà, et les compétences
et les compétences qu'elle met en œuvre. On ignore les compétences. C'est ça tout le pouvoir de l'éducation. C'est pour ça que quand on parle, ce n'est pas une question de monter les hommes contre les femmes. Oui. C'est une question d'aller vers ces représentations, ces paradigmes qui enferment les femmes dans certains rôles qui ne leur permettent pas de s'épanouir. Excusez-moi, je vais finir avec ça. Qu'est-ce qui se passe par exemple avec l'excision? Quand on parle de l'excision, qu'est-ce que les hommes disent? Les hommes disent mais ça ne nous concerne pas. Ce sont les femmes qui excisent d'autres femmes. Et pourtant, ils en sont les profiteurs. Donc il ne s'agit pas de mettre simplement les hommes en face des femmes, mais il s'agit de voir, et c'est ça l'avantage de cette approche genre et développement, de s'asseoir et de se dire quelles sont les représentations, quels sont les paradigmes qui sont véhiculés et qui font que les femmes ont un rôle secondaire, ont un rôle qu'elles ne devraient pas avoir. Parce que discriminer les femmes, en réalité, c'est priver la société d'une part égale de compétences, d'une part égale de force, ça nous permettra justement de faire qui amènera la société à mieux se développer. Le décryptage justement des mouvements féministes aujourd'hui qui ont cours sur le continent et qui revendiquent, vaille que vaille, la protection des droits des femmes. Mais ce sera après une courte pause. À tout de suite.